Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Joyeux Noël à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays et le panier de la ménagère pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Joyeux Noël à vous aussi. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais, devises étrangères? Aujourd'hui, c'est Noël, le 25 décembre. La parité franc-congolais principale devises étrangères à l'indicatif se présente de la manière suivante. 1 dollar vaut 2864,3 540 francs congolais. 1 euro équivaut à 3304,2 722 francs congolais. 1 franc CFA égale à 5,0373 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 159,4 251 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2875 francs congolais, 1 euro équivaut à 2991 francs congolais et 1 franc CFA égale à 4,5 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a connu une légère baisse. Elle coûte 9 820,50 dollars américains contre 9 854 dollars américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré une légère hausse. Il coûte 33 331,79 dollars américains contre 33 331 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3 376,50 dollars américains contre 3 343,48 dollars américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à 73,57 dollars américains contre 68 dollars américains la semaine passée. Une tonne de cacao est vendue à partir de 9 943 dollars américains contre 9 602 dollars américains la semaine passée. Merci bien, maintenant on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. En marge de la signature des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda, la RDC a signé une série d'accords structurants avec les États-Unis, dont un accord économique stratégique et un mémorandum d'entente sécuritaire consacrant un approfondissement sans précédent du partenariat entre les deux nations. Comment capitaliser l'accord économique au bénéfice de la RDC? Jeudi Économie reçoit pour vous, ce jour de Noël, votre expert en la matière, notre expert. Il est professeur en économie, lobbyiste. Il est également spécialisé en investissement. Monsieur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour mon frère Eric Ambago et joyeux Noël. Merci à toi. On entre dans le vif du sujet. On parle de ce qu'on appelle souvent deal entre les États-Unis et la RDC, partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Vous aviez disserté le 18 décembre dernier, il y a donc une semaine, sur les 15 raisons pour s'approprier ce deal. Un ouvrage est d'ailleurs disponible, celui-là, 15 raisons pour s'approprier le deal USA-RDC. Alors professeur, 15 raisons pour s'approprier ce deal USA-RDC. Quelles sont brièvement ces raisons? Merci beaucoup. Permettez-moi juste une petite récapitulation sur la genèse, parce que certains m'ont fait rire le jour du vernissage. Lorsqu'ils ont vu le titre, quelqu'un s'est exclamé, dit tiens, il a écrit un livre en 2 semaines, c'est-à-dire à partir du 4 décembre, n'est-ce pas? Et moi, je sors un livre le 18, donc j'ai écrit... C'est un opportuniste, celui-là. Non, moi j'ai dit non, on a rigolé, mais on a dit non. Tout remonte à la chute de Goma. Après la chute de Goma, vous vous rappelez que le chef de l'État s'est tourné vers l'administration Trump. À partir de cet instant-là, nous avons compris que les choses devaient prendre une autre tournure et
aller en accord, en partenariat stratégique avec les Américains était totalement différent d'être en partenariat stratégique avec les Chinois. Et nous qui avons une connaissance des États-Unis pour l'avoir fréquenté, le fréquenter dans les multiples facettes, que ce soit dans les affaires ou que ce soit dans le cadre des études, nous avons commencé à partir de cet instant, donc ça date de plus de 6 mois, que nous avons commencé à réfléchir sur la question. Et les 15 raisons sont en réalité, n'est-ce pas, ce que la République démocratique du Congo pourrait gagner sur le long terme dans les 15-20 ans. C'est-à-dire que nous nous sommes posé la question, dans un partenariat stratégique avec les États-Unis, quel serait ce que nous pouvons gagner? C'est ça, au fait, les 15 raisons. Qu'est-ce que on peut gagner en 15 ans, en 20 ans? Dans les 15-20 ans, nous avons placé des catégories selon les catégories. La première catégorie, c'est naturellement au niveau sécuritaire. Vous avez parlé, n'est-ce pas, du mémorandum d'entente sur la coopération en matière militaire. Cette coopération va naturellement renforcer l'armée en termes de formation, en termes d'équipement, ainsi de suite. Ça, ce sont des gains au niveau sécuritaire. Au niveau diplomatique, lorsque on est en partenariat stratégique avec les États-Unis, la République démocratique du Congo peut s'assurer d'avoir un allié stratégique, n'est-ce pas, pour défendre les intérêts de la RDC. On voit déjà, n'est-ce pas, des signaux tels que les prises de position depuis un temps des États-Unis aux Nations Unies. On a vu comment les États-Unis ont pesé de leur poids pour avoir un Américain, n'est-ce pas, à la mission des Nations Unies, MONUSCO, ici en République démocratique du Congo. Donc, ça, c'est la volonté que les États-Unis sont en train de montrer, n'est-ce pas, de leur implication à cause du partenariat stratégique dans le volet diplomatique. Au niveau économique, c'est là que nous avons un ensemble de bénéfices. Donc, que ce soit la mobilisation des finances pour le développement des infrastructures, le développement du secteur minier. On a annoncé déjà depuis 2 mois plus de 500 milliards de dollars à lever sur 15 ans. Mais on a aussi des modèles de gouvernance d'entreprises assez innovantes. On a vu tel que cela a été annoncé sur l'entreprise Cobalt Minerals de Jeff Bezos et de Bill Gates sur le lithium, où on a des participations à l'actionnariat du personnel qui sont des nouveaux modèles, n'est-ce pas? Et une parenthèse, on a suivi aux médias comment le syndicat, par exemple, de Tenke-Fungurume Mining, a décrié le rapport salarial qu'il y a eu entre lorsque les Américains étaient là de Freeport et la reprise par les Chinois. Nous avons vu que les Américains avaient un meilleur traitement salarial. Ils souhaitent le retour de McMoran, Freeport. Exactement, à cause du meilleur traitement des Américains. Au niveau social, on sait que les Américains sont très portés vers les actions sociales. Et il faut retenir que les Américains, ce n'est pas par volonté. C'est parce que aux États-Unis, ils ont eu un mécanisme à lier la fiscalité aux œuvres sociales. C'est-à-dire que les entreprises qui font beaucoup de dons ont des déductions fiscales, de telle sorte que les entreprises prennent plaisir, n'est-ce pas, à pouvoir faire des dons à travers le monde parce qu'ils savent qu'ils ont des déductions fiscales. Ça signifie que lorsque la République démocratique du Congo est en contrat privilégié avec les États-Unis, la République démocratique du Congo devient aussi maintenant une destination aussi de choix pour les dons. Mais au-delà de cela, au niveau de l'éducation, d'ailleurs consacrée à travers l'accord de partenariat stratégique, donc il est prévu des partenariats avec des universités américaines où les assistants et tout ça, même les étudiants, pourront aller aux États-Unis se former afin de renforcer l'enseignement au Congo, mais aussi avec les centres de formation pour développer
les formations professionnelles. Les formations professionnelles. Mais on a aussi le secteur de la justice. On a aussi le secteur de la justice. Les États-Unis sont un pays qui, lorsqu'on se rappelle, même on peut voir des films, les années 1920, Al Capone et tout ça, c'était le Far West, c'était donc la jungle. Mais ils ont réussi à rétablir la justice et ils sont disposés à pouvoir nous soutenir. Donc, 15 raisons, c'est partant de volets sécuritaires, diplomatiques, économiques, n'est-ce pas, social, éducation, jusqu'à la justice, où en travaillant main dans la main avec les États-Unis, dans les 15-20 ans, nous pourrons bénéficier de ça. C'est pourquoi on parle de partenariat stratégique. Absolument, mais seulement, nous ne sommes pas limités à présenter les avantages. Ces avantages sont conditionnés, n'est-ce pas? Et ils sont conditionnés, et c'est ça que nous avons analysé. Nous avons utilisé ce qu'on appelle en science la méthode de la boîte noire, c'est-à-dire que, n'étant pas directement impliqués dans les négociations, nous avons fait des études comparatives. Nous avons analysé des études de cas, telles que par exemple le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Allemagne, ou les États-Unis et le Qatar qui nous a prêté, qui veut bien nous prêter de l'argent. On dit que il y a eu en Allemagne un miracle allemand. Et ce miracle allemand n'a pas été... la guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, on a eu ce qu'on appelait le plan Marshall. Les États-Unis ont été en contrat stratégique avec pratiquement tous les pays d'Europe. Mais l'Allemagne a fait l'exception et on a parlé du miracle allemand. Et ce miracle allemand a été possible grâce à la qualité des réformes monétaires, de réformes économiques et de réformes financières, ainsi que de la gouvernance mise en place par l'Allemagne. Et ces études de cas nous ont amenés à comprendre que le partenariat stratégique avec les États-Unis, tel que cela s'est fait à travers le monde, dépend avant tout du pays qui accueille les États-Unis, de la qualité de réforme, de la qualité de la gouvernance, n'est-ce pas, qui sera mise en place. C'est par exemple le cas aussi du Qatar. Le Qatar a plus ou moins, c'est ça que ce cas nous a intéressé particulièrement, parce que le Qatar a une physionomie économique plus ou moins semblable à celle de la RDC, parce que le Qatar est un pays qui dépend de ressources naturelles, pétrole et gaz, et nous dépendons des minéraux. Et en 1972, le Qatar prend son indépendance. 1973, le Qatar entre en partenariat stratégique avec les États-Unis. Et 50 ans après, le Qatar est un pays développé, n'est-ce pas, et qui peut se permettre de prêter 21 milliards de dollars tels que promis à la RDC. Donc c'est pour dire que sur le long terme, si le Qatar est arrivé, n'est-ce pas, à devenir un pays développé, à cause du partenariat stratégique avec les États-Unis, c'est possible si nous mettons en place les réformes, les structures qui conviennent. Alors il y a aussi risque de nouvelles dépendances stratégiques. Dépendance stratégique des États-Unis, mais vous savez, dans tous les cas, il est difficile. Il faut citez-moi un pays africain, un pays même européen. Vous savez que même l'Europe dépend des États-Unis, n'est-ce pas, à plusieurs points. Que diront les souverainistes? Au fait, il faut bien nuancer cet aspect. On a besoin d'un plus grand que soi pour évoluer. Mais il faut faire très attention. Si nous prenons par exemple le cas du Qatar, vous vous rendez compte que le Qatar, quoique ayant évolué grâce aux États-Unis, le Qatar sait actuellement jouer sa partition seul sur certains aspects sans les États-Unis, quoique étant avec les États-Unis. Ça signifie que le Qatar a atteint un certain niveau d'émancipation. Mais ce niveau d'émancipation, il faut avoir une vision et il faut le planifier. Donc voilà pourquoi nous disons même dans le livre que la maturité, nous espérons, ce contrat privilégié est un contrat des États matures, des États matures qui peuvent arriver à tirer réellement profit de sa connexion avec un grand pour avoir réellement sa souveraineté économique, comme le Qatar a réussi à le faire. Alors, ce partenariat stratégique repose sur quelques piliers. Le premier concerne la sécurité des minerais stratégiques et la création d'une réserve
d'actifs stratégiques, le Strategic Asset Reserve. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Merci. En lisant l'accord de partenariat stratégique, on a effectivement identifié 3 grands piliers. Et ces 3 grands piliers, vous parlez notamment du premier pilier qui porte le sigle de SAR, n'est-ce pas, de l'anglais Strategic Assets Reserves, qui veut dire réserve des actifs stratégiques. Au fait, ça c'est le point phare. Les réserves des actifs stratégiques, c'est au fait cet ensemble d'actifs miniers, n'est-ce pas, ces réserves de gisements que la République démocratique du Congo devra mettre sur la table dans le cadre du partenariat stratégique, n'est-ce pas? Donc, a priori, les États-Unis attendent une liste de carrières minières sur lesquelles vont porter les accords. Des sites miniers. Des sites miniers, merci, ça le terme. Maintenant, il y a lieu de bien comprendre cela. Lorsque l'on parle des réserves d'actifs stratégiques, cela devrait être pris avant tout au sens financier. Au sens financier, un actif minier devient un actif financier à partir du moment où il existe un titre, n'est-ce pas? Un titre minier. Et pour avoir un titre minier sur un site minier, il faut que ce site minier soit certifié. Ceci veut dire que une réserve devient un actif s'il existe une certification. Donc, la première phase sera la certification. Et si les sites miniers sont certifiés, ils deviennent ce qu'on dit dans le jargon financier tradable. Ça signifie en d'autres termes, il y a un autre terme qu'on utilise pour cela, ça signifie qu'on peut monétiser cela. Ça signifie que ces réserves d'actifs auront une certaine valeur. Ça signifie que, je prends un exemple, on a par exemple des réserves d'actifs miniers d'une valeur par exemple de 100 milliards de dollars. Parlons du cobalt. Oui, évalué, je dis bien certifié, ça signifie qu'il existe des études géologiques qui certifient cela et qui disent que, voilà, les actifs miniers mis à la disposition du partenariat stratégique, prenant quelque chose de réaliste, valent 1000 milliards de dollars. Et comme cela vaut 1000 milliards de dollars, donc ça vaut, si cela a été certifié par des cabinets internationaux, donc ça vaut de l'argent. Et cela peut être donc, comme on dit, tradable, donc vendu, ou encore on utilise le terme de monétiser. Ça signifie que on peut donner en cash un certain pourcentage de la valeur. Ça veut dire c'est de 1000 milliards de dollars par exemple. On peut dire, on peut disponibiliser 500 milliards de dollars, donc 50% de la valeur en cash. Et il y a donc une corrélation à créer entre la réserve d'actifs et le troisième pilier, qui est l'argent dont la République démocratique du Congo a besoin pour développer ses projets d'infrastructure. Alors quand on parle de ce premier pilier des réserves stratégiques, qui va certifier ces réserves? Merci beaucoup. Il est important que la République démocratique du Congo crée le cadre, n'est-ce pas, qui convient. Ici, nous sommes en train de parler d'un concept financier. Et cela, il est important que la création du fonds souverain, n'est-ce pas, se développe très rapidement. Cela va faire en sorte qu'il existe un véhicule, n'est-ce pas? Le fonds souverain va servir de véhicule financier pour drainer tout cela. Seulement, la République démocratique du Congo, pour la certification des actifs miniers, ne doit pas attendre les États-Unis. Elle doit au moins s'impliquer, n'est-ce pas, dans les pré-études, dans les études préliminaires et négocier dans le cadre de l'accord sur maintenant les études proprement dites, maintenant à la certification. Pourquoi c'est important? Parce que c'est comme celui qui vend un véhicule, il doit ne fût-ce qu'avoir une idée de la valeur. Parce que si nous attendons seulement les Américains pour tout faire pour nous, ils sont de bonne foi. Mais si jamais, par exemple, un gisement
vaut, par exemple, 100 milliards, mais ils nous disent qu'il vaut 50 milliards. Et si nous n'avons rien fait parce que nous avons attendu seulement les Américains, comment nous le saurions? Vous voyez, voilà pourquoi il est important que la République démocratique du Congo mette aussi de l'argent, je dis bien, ne fût-ce que dans les pré-études ou les études préliminaires qui permettent de cerner la chose. Et cela permet aussi de faire sérieux dans le cadre... Au niveau des services du ministère des Mines, est-ce qu'on a le CTCPM, par exemple, la CTCPM et la direction de la géologie, est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas déjà commencer à faire ces pré-études? Absolument. Le ministère des Mines doit se mettre au travail illico. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner une liste de carrés miniers, n'est-ce pas? Une liste de carrés miniers. Comme le Camille a dit qu'il avait libéré, a récupéré à peu près une trentaine de milliers de sites miniers. Ça, c'est un point de départ, mais il faut faire maintenant des études préliminaires. Et cela peut faire sérieux, n'est-ce pas? Et ça permet au moins à la République démocratique du Congo de savoir en termes d'actifs, lorsqu'on parle d'assets, en termes d'actifs miniers, il possède combien. Et cela va permettre, n'est-ce pas, de pouvoir avoir déjà l'idée de combien, à travers le marché de capitaux, la République démocratique du Congo peut mobiliser. Mais une fois qu'on pense à mobiliser des capitaux, il faut savoir quelle est la structure qui va gérer. C'est en ce moment-là qu'il y a l'intérêt de la création d'un fonds souverain qui, en amont, n'est-ce pas, va gérer l'argent monétisé des actifs miniers, en aval, va gérer les fonds qui proviendront des excédents commerciaux. Quels sont les fonds qui vont alimenter ce fonds souverain? Merci beaucoup, c'est ça que je dis. En amont, il y a deux aspects. Le fonds souverain va pouvoir posséder des fonds en amont qui proviendront des actifs miniers transformés en actifs financiers. Une fois que les actifs miniers sont transformés en actifs financiers, en jargon financier, on dit on peut donc les monétiser. C'est-à-dire qu'on appelle ça les actifs enfouis. Donc, lorsque un minerai est encore dans le sous-sol, n'est-ce pas, et que on a pu le certifier, il devient un actif qu'on appelle un actif enfoui. Mais lorsque un minerai est déjà sorti de terre, là, c'est un actif qui est palpable, donc tangible. Vous voyez? Maintenant, la certification de nos gisements fait de nos gisements déjà des actifs. Et si un gisement vaut, par exemple, 10 milliards de dollars, on peut, à travers les marchés de capitaux, lever pas nécessairement à 100% de sa valeur, on peut lever par exemple à 50% de sa valeur. C'est-à-dire qu'on peut sur ce gisement-là, qui vaut 10 milliards, avoir par exemple 5 milliards. Et ces 5 milliards, il faut qu'il existe une structure financière qui les gère. Voilà pourquoi il est important que le fonds souverain, en amont, n'est-ce pas, soit déjà créé pour qu'il serve de véhicule. Il est déjà créé en RDC. Disons, il y a je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est la 46e réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle le chef de l'État avait demandé à ce que la décision a été prise. Maintenant, il faut que cela soit fait. Maintenant, une fois qu'on veut créer cela pose un deuxième problème. Dans le cas de la problématique, c'est la création de l'autorité, n'est-ce pas, de régulation des marchés financiers. Parce que cela nous introduit de plein pied dans le monde des marchés financiers avec une loi associée. J'ai entendu dire qu'il y a déjà des tractations dans ce sens-là. Donc, le premier pilier, ce que nous devons comprendre, c'est que le premier pilier de l'accord de partenariat stratégique introduit la République démocratique du Congo de plein pied dans le monde de la finance internationale et qui fait que même l'architecture bancaire de la République démocratique du Congo doit évoluer parce qu'une fois qu'on a un fonds souverain, ce fonds souverain doit s'appuyer sur ce qu'on appelle des conseillers financiers et ces conseillers financiers sont généralement ce qu'on appelle les banques de financement et d'investissement. Les banques de financement et d'investissement sont celles qui sont en contact direct avec les entreprises. Et le fonds souverain, n'est-ce pas, met à disposition ces fonds aux banques de financement et d'investissement qui sont en contact direct avec les entreprises. Donc, vous comprenez en fait que ce contrat, ici, cet accord de partenariat stratégique, pousse
pousse la République démocratique du Congo à faire évoluer son architecture financière. Alors, il y a aussi, donc il faudra des réformes rapidement. Des réformes. Nous sommes en retard. Et cela est bien inscrit dans l'accord de partenariat stratégique que dans les 12 mois, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo devra fournir un ensemble d'efforts en termes de réforme. Alors, il est prévu aussi, dans le cadre de ce partenariat, la mise en place d'un Strategic Minerals Reserve. Alors, ça c'est le deuxième pilier. De quoi s'agit-il? Exactement. Le deuxième pilier, le SMR, donc comme Strategic Mineral Reserves, qui est au fait la réserve de minerais stratégiques, elle vient positionner la République démocratique du Congo comme pilier économique, n'est-ce pas, en matière de production et de vente de minerais. C'est-à-dire, cette réserve de minerais stratégiques vise à pouvoir faire de la République démocratique du Congo une autorité de régulation du marché international, n'est-ce pas, des minerais stratégiques produits en République démocratique du Congo. Vous savez que le prix du minerai dépend de la loi de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? La loi de l'offre et de la demande fait que si, par exemple, en une certaine période, la République démocratique du Congo produit beaucoup plus donc que la demande, il ne faut pas que nous fonctionnons, comme on dit, en flux tendu. C'est-à-dire que tout ce qui est vendu et tout ce qui est produit est vendu. Non. S'il y a un surplus de production, cela peut faire baisser les coûts, n'est-ce pas, les prix sur le marché international. D'où il faut qu'il existe entre la production et la vente une réserve qui permettra à la République démocratique du Congo d'être à terme, n'est-ce pas, maître du prix des minerais stratégiques comme l'RDC aujourd'hui avec le cobalt. Avec le cobalt, c'est une généralisation, n'est-ce pas, cette fois-ci, au lieu seulement du cobalt, de toute la chaîne des minerais stratégiques. Cela a l'avantage d'amener la République démocratique du Congo à terme, ou à long terme, de créer aussi son stock exchange. Donc ça signifie sa bourse, n'est-ce pas, de minerais. Parce que vous avez la capacité de pouvoir influencer le marché. Ça, c'est quelque chose de très fondamental et de très important. Mais est-ce que ça marche, ce genre de stratégie? Parce qu'il y a d'autres producteurs aussi, pays producteurs de ces minerais stratégiques. Mais il faut faire attention. Il faut savoir sur quoi nous nous positionnons. Il faut se positionner, n'est-ce pas, sur les minerais stratégiques pour lesquels la République démocratique du Congo peut se prévaloir d'être parmi les grands producteurs. Voilà pourquoi d'ailleurs, et que le monde en a besoin. C'est ça le contexte stratégique. On a par exemple le cobalt. On a le cobalt où on peut se prévaloir. On a le cuivre, on a le coltan, on a aussi par exemple le lithium. Le lithium, qui à l'heure actuelle, le numéro 1, c'est l'Australie, suivi du Chili, et la République démocratique du Congo peut se présenter de par son gisement comme le troisième. Vous savez, le lithium qui est à Manono, dans l'évolution mondiale du besoin de lithium, il y a eu une augmentation de 660% de demande de lithium au monde entre 2014 et 2024. Et ceci veut dire que la région de Tanganyika peut devenir une région centrale, n'est-ce pas, par la production de ce lithium et de se positionner parmi les trois premiers. Voici des minéraux comme ça, comme le cuivre, le cobalt, n'est-ce pas, le lithium, le coltan, sur lequel la République démocratique peut se positionner et à terme, n'est-ce pas, ouvrir aussi son stock exchange, n'est-ce pas, donc dit par là, sa bourse de matières premières et influer sur l'économie mondiale. Alors ce pilier, est-ce que, parce qu'on parle de réserve, est-ce que quand on parle de réserve, ça veut dire on produit, on exporte, est-ce que dans ce pilier, on peut imaginer la transformation locale des minerais au Congo? Exactement, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on veut casser la chaîne, on produit, on exporte, et d'ailleurs j'ajouterais même ce qui se fait, le brut. Non, on produit, on stocke. Et
on décide du pourcentage, n'est-ce pas, de ce qui est produit, il y a toute une politique à mettre en place pour l'industrie secondaire, donc la transformation locale, c'est-à-dire la transformation locale avant exportation. Donc cette phase de stockage, elle est importante pour le développement de l'industrie secondaire. Voilà pourquoi moi-même, je suis content, ça c'est une tribune que j'ai publiée il y a quelques années, j'ai toujours dit que pour amener une nouvelle dynamique dans le secteur minier, le ministère de Mines ne devrait plus être appelé ministère de Mines. Il doit être appelé ministère de Mines et Métallurgie. Parce que la seconde partie que l'on cherche de la transformation locale, c'est la partie de la métallurgie. Et la partie de la métallurgie, elle est trop faible et elle doit être développée. Et le deuxième pilier ici du partenariat stratégique vise effectivement, à travers les réserves stratégiques de minerais, une transformation locale, et c'est la partie de la métallurgie. Le problème, c'est le coût de production, Monsieur Onoya, avec problème d'infrastructure, problème d'énergie. Merci beaucoup. À la genèse, il est important que des modèles économiques soient définis. Si ce partenariat stratégique établit 3 piliers, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que les stratèges du gouvernement doivent bien réfléchir, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Je donne un exemple. C'est comme une réflexion qui se fait, par exemple, sur le lithium. On dit, pour ceux qui développent le cobalt, si nous prenons par exemple un projet hydroélectrique tel que celui de Boussanga, c'est un projet hydroélectrique dans lequel les miniers se sont impliqués, n'est-ce pas, pour qu'il existe, parce qu'il y avait un déficit énergétique. Donc, il y a donc une modélisation importante à faire déjà à la genèse, que de dire que ceux qui sont intéressés à pouvoir prendre les projets miniers devraient déjà a priori aussi être impliqués obligatoirement dans des projets énergétiques, dans des projets d'infrastructure et aussi par exemple dans des projets de formation professionnelle. C'est une modélisation à faire. C'est-à-dire, et là, il ne faut pas compter a priori sur le projet Grand Inga, parce que le projet Grand Inga, pour qu'il se mette en œuvre, il faut au moins 10 ans. Mais il y a des projets de moyenne puissance, ça ce serait ma recommandation, tel que le projet de Boussanga, qui est un projet des projets moyenne puissance, qui sont des projets d'environ 100 mégawatts, n'est-ce pas, qu'on peut orienter, n'est-ce pas, pour tel site minier, c'est telle centrale hydroélectrique et tel projet d'infrastructure. Donc créer comme ça un modèle économique où lorsqu'on s'intéresse à un projet minier, on développe du coup aussi l'énergie qui va avec et les routes ou le chemin de fer. Donc c'est ça inséré dans le protocole d'accord qui doit être signé? Non, ce sont des... le protocole d'accord le dit, mais il faut maintenant qu'un travail se fasse au niveau du gouvernement. Parce que lorsque vous lisez l'accord de partenariat stratégique, les États-Unis laissent toujours la main à la République démocratique du Congo de faire des propositions. Et moi je dis que dans les propositions à faire, il y a un travail avant tout de modélisation. Il y a des modèles économiques, n'est-ce pas, que doit développer la République démocratique du Congo, dans lesquels les différents plans stratégiques vont exister. Mais parlons du Inga, de Inga par exemple. Inga fonctionne en dessous de sa capacité. On peut également réhabiliter certaines turbines, certains compartiments et donner plus d'électricité aux miniers qui sont disséminés à travers le pays. Absolument, ça c'est une option, je dirais, de secours, n'est-ce pas, que le gouvernement peut proposer Inga 1, Inga 2, les deux fonctionnent à moins de 50% de leur capacité. Il existe déjà la ligne Inga Katanga, donc ça serait aussi, c'est à la République démocratique du Congo de le proposer. C'est d'ailleurs le troisième pilier, si j'ai bonne mémoire. Projet stratégique qualifié. Voilà, c'est-à-dire que au niveau des projets stratégiques qualifiés, hein, les États-Unis disent dans l'accord, RDC, dites-nous, quels sont les projets que vous qualifiez pour un soutien financier, n'est-ce pas? Et je vais maintenant lier ici les projets stratégiques financiers au premier pilier, n'est-ce pas,
qui est au niveau des réserves d'actifs stratégiques. Oui. Parce que les réserves d'actifs stratégiques définissent l'enveloppe globale, n'est-ce pas? Définissent l'enveloppe globale des actifs miniers convertibles en actifs financiers. Et ces actifs financiers vont permettre de pouvoir soit constituer les collatérales, n'est-ce pas, dans les négociations pour trouver le financement au projet stratégique qualifié que le gouvernement va mettre sur la table. Maintenant, le gouvernement va mettre des projets sur la table dans quel ordre? Pour quelle fin? Pour atteindre quel but? Parce que nous savons que les projets stratégiques qualifiés sont des projets de développement, d'amélioration du bien-être. Mais cela doit se faire avec une certaine vision, selon une certaine modélisation, pour éviter de ne pas aller en désordre. Mais les Américains ont déjà leur petite idée par rapport au projet stratégique qualifié. On voit déjà le corridor de Lobito qui passerait par Sakania, qui passerait donc par le Grand Katanga pour chuter vers l'Angola. Les États-Unis ont leur idée. Est-ce que vous pensez forcément que les États-Unis vont s'impliquer dans les projets qui concernent la RDC, particulièrement à l'intérieur du pays? Exactement. Les États-Unis veulent faire du win-win-win. Il y a, à part les trois piliers que nous sommes... Win-win. Je suis en train d'expliquer. Oui. Les États-Unis disent clairement dans l'accord ce qui les intéresse. Ils disent, à part les trois piliers ici, donc sur les réserves d'actifs stratégiques, deuxième pilier sur les réserves de minerais stratégiques, troisième pilier sur le projet stratégique qualifié, les États-Unis disent clairement à la République démocratique du Congo ce qui les intéresse. Ils citent deux projets qui sont nommément cités dans l'accord, c'est le projet du corridor Sakania-Lobito et le projet Grand Inga. Maintenant, les États-Unis disent, nous vous disons clairement que nous sommes intéressés, un, par le mine, deux, par le projet du corridor Sakania-Lobito, trois, par le projet Grand Inga. Maintenant, au niveau des projets stratégiques qualifiés, c'est vous maintenant, RDC, dites-nous quels sont les projets stratégiques qui vous intéressent, vous. Nous attendons cette liste-là. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce que les États-Unis vont gagner dans nos projets stratégiques? C'est ça. Ils vont gagner. Rappelez-vous qu'ils ont le droit, n'est-ce pas, de la première offre. Vous comprenez? Ça signifie que dans les projets d'infrastructure, la République démocratique du Congo aura besoin des entreprises de construction. C'est comme si on a vu, n'est-ce pas, les Chinois faire pour nous les infrastructures. Cette fois-ci, ça sera les Américains, mais pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. C'est à ce niveau-là que dans notre livre sur les projets stratégiques qualifiés, nous attirons l'attention. Les projets stratégiques qualifiés en économie peuvent amener la République démocratique du Congo à mettre en place ce qu'on appelle une relance économique par les travaux publics. Ça signifie que cet argent qui va venir peut booster l'économie de la RDC par les travaux publics. C'est une relance de type keynésienne, mais elle est conditionnée. Elle ne peut relancer l'économie que si elle trouve un outil productif sous-utilisé. Vous comprenez? Je donne un exemple avant de développer, juste un petit rappel. Et si l'économie de la RDC était un système à mémoire, est-ce qu'elle se rappelle du passage des 5 chantiers? Est-ce qu'on se rappelle de quelque chose, de l'économie? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que pratiquement tout ce qu'on a utilisé dans le projet 5 chantiers était importé. Donc, ça signifie que sur les projets stratégiques qualifiés, c'est à ce niveau-là que la République démocratique du Congo doit ouvrir les yeux. Pour que son économie puisse ressentir cela, il faut qu'il y ait une politique de restructuration, donc de reconstruire le tissu industriel. Et deux grandes industries doivent être en priorité dans les 5 premières années, ce sont les sidérurgies et les cimenteries. C'est-à-dire que comme les projets vont s'exécuter à travers le pays, parce que les cimenteries qui existent au pays ici ne peuvent faire que 2 millions de tonnes l'an, ce qui est très faible par rapport à l'intensité des projets.
Et la République démocratique du Congo doit mettre dans son plan pour les 5 premières années des cimenteries dans les 4 coins du pays comme ses priorités de projets stratégiques qualifiés, mais aussi le projet de sidérurgie. Parce que si l'acier est produit localement, et si le ciment est produit localement, en ce moment-là, l'économie de la RDC va bénéficier davantage que si tout cela est importé comme cela a été importé dans les projets chinois. Ça signifie que cette fois-ci, notre conseil, ce que nous avons marqué dans le livre aussi, c'est qu'il est possible que ce partenariat puisse impulser une relance, n'est-ce pas, par les travaux publics, mais à condition que le gouvernement soit assez souple pour, n'est-ce pas, refaire le tissu productif de la RDC. Il y a la question de l'amélioration du climat des affaires. La RDC, on doit le dire, n'est pas encore attractive. Absolument. Et les États-Unis, comme dans leurs habitudes, ne sont pas allés par 4 chemins. Il y a un article clair qui fustige, n'est-ce pas, la fiscalité congolaise. Donc, les États-Unis ont émis un bémol dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique sur la fiscalité congolaise et ont demandé à la République démocratique du Congo de mettre en urgence, n'est-ce pas, des réformes sur la fiscalité congolaise. Et aussi, dans le même cadre, ils ont demandé à la République démocratique du Congo de pouvoir mettre en place un guichet unique, ce qui concerne la fiscalité, la parafiscalité. Il ne faut pas donc assainir le secteur fiscal. Et vous voyez en fait que cette recommandation des États-Unis, qui est clairement insérée, n'est-ce pas, dans l'accord, sera aussi au bénéfice, n'est-ce pas, des entrepreneurs congolais qui ont toujours fustigé cela aussi. Aussi, il est clairement indiqué dans l'accord de partenariat stratégique que la lutte contre la corruption et le détournement doit être intensifiée et les États-Unis attendent voir aussi dans les 12 mois les réformes intensifiées qui seront mises en place, mais aussi la justice. Parce que même le chef de l'État lui-même a qualifié la justice, la RDC, de malade. Les États-Unis attendent voir aussi dans les 12 mois les efforts, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo au niveau de la réforme de la justice, parce que nous serons en contrat pendant plusieurs années et les contentieux vont nécessairement exister. Quelle justice et dans quel état, n'est-ce pas, va trancher les cas? Et tout ça, les Américains ne sont pas allés par 4 chemins pour le présenter afin que la République démocratique du Congo fasse des efforts dans ces différents secteurs. Dans la lutte contre la corruption, on doit forcément renforcer la PLC, l'IGF, la Cour des comptes. Absolument, parce que, retenez, qu'il y a la loi sur la corruption à l'étranger votée en 1977 aux États-Unis. Cette loi sur la corruption à l'étranger autorise la justice américaine de poursuivre, n'est-ce pas, un Américain pour un fait de corruption ou de détournement à l'étranger. Vous voyez un peu, ça signifie que les Américains ne veulent pas se mettre en difficulté. Et il y a des pratiques, ce que l'on considère des pratiques ici, de pot de vin, de pas de porte, des termes comme ça, qui sont monnaie courante en République démocratique du Congo, mais qui sont qualifiés de corruption, n'est-ce pas, aux États-Unis. Les pas de porte, c'est pas mauvais, non, monsieur Onoya? Les pas de porte, vous savez, aux États-Unis, nous avons eu quelques plaintes, n'est-ce pas, de ces pratiques de pas de porte. Ils ont dit, les Américains ont dit, nous sommes désolés de cette pratique, nous ne savons pas, du point de vue du budget d'un projet, dans quelle rubrique nous plaçons le pas de porte, et le pas de porte est considéré comme corruption chez nous. Donc vous voyez, ça signifie qu'il y a un ensemble de choses qui quoique officialisées peut-être chez nous, je crois avoir même vu des termes comme ça dans le code minier, mais qui ne passent pas au niveau des Américains, donc ce sont des choses à étudier. Alors, on va dire, cet accord signifie-t-il un choix stratégique clair de la RDC, de la rivalité entre grandes puissances? Exactement. Et
Et il faut savoir, le président Donald Trump n'hésite pas à le dire, c'est que le choix de la République démocratique du Congo entre avant tout dans le cadre de la rivalité entre les États-Unis et la RDC. Et j'aimerais bien insister que entre les États-Unis et la Chine. Excusez-moi, entre la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis tiennent à rester leader mondial et la Chine veut dans son plan sur 500 ans devenir leader mondial. Et on sait que, n'est-ce pas, pour rappel, que l'avenir du monde tend vers l'intelligence artificielle. Celui qui maîtrise l'intelligence artificielle maîtrise le monde. Or, pour cela, il faut des minéraux stratégiques, d'où l'intérêt pour la République démocratique du Congo. Et pourquoi les États-Unis insistent sur le corridor de Lobito et Sakanya-Lobito? C'est simple, c'est parce que la Chine est en train de développer ces corridors, a déjà développé ces corridors de l'Est et il est en train de le développer davantage. Et ils savent que dans cette rivalité, si les États-Unis développent les mines en RDC et est obligé de passer par le corridor, n'est-ce pas, mis en place par la Chine peut toujours dans le cadre de la concurrence, un jour, n'est-ce pas, prendre le dessus sur les États-Unis. D'où les États-Unis veulent avoir leur corridor à eux, que eux maîtrisent, d'où le corridor de Lobito-Sakanya. Voilà pourquoi ils insistent sur le corridor de Lobito-Sakanya. Ce n'est pas pour nous, c'est dans leur rivalité avec la Chine. Mais la RDC doit être suffisamment mature. Nous sommes au centre. On est capable d'être mature. Face à de grandes puissances. C'est une question de volonté. Regardez le Qatar. Le Qatar s'est montré mature, n'est-ce pas, et a été respecté. Faites attention. Les États-Unis sont un pays je dirais, très tournés vers leurs intérêts. Ils viennent d'abord, généralement, comme des gens très gentils. Et ils espèrent que vous allez vous comporter comme des personnes matures. N'est-ce pas? Si la République démocratique du Congo n'arrive pas à se comporter comme un pays mature, eux vont voir la rivalité avec la Chine et ils vont mettre en place un plan B. Les États-Unis, lorsqu'ils avancent, ils avancent souvent avec 4 ou 5 plans. Le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Et même dans le plan D, ça serait même de nous prendre pour des pantins. Vous comprenez? Ça signifie que tant que vous êtes en train d'avancer dans le plan A avec une grande puissance telle que les États-Unis, affirmez-vous, n'est-ce pas? En tant que mature, soyez sérieux. Et le sérieux se manifeste aussi par le casting. Ça signifie que tout ce que nous sommes en train de dire ici nécessite des officiels sérieux, des officiels capables. Et la République démocratique du Congo ne manque pas de fils capables, n'est-ce pas, pour mener les réformes. Parce que il y a un timing, des différents timings dans l'accord de partenariat stratégique. Dans 12 mois, dans 15 mois, ainsi de suite. Okay. Et les États-Unis, par respect pour la République démocratique du Congo, donne à chaque fois le lead à la RDC. La RDC va proposer. La RDC va proposer. Mais imaginez-vous après 12 mois, après 15 mois, après 12 mois, aucune réforme fiscale, n'est-ce pas? Aucune réforme judiciaire. Aucune réforme, n'est-ce pas, dans l'amélioration du climat des affaires. Vous imaginez, les États-Unis vont tenter d'activer, n'est-ce pas, d'autres plans. Et est-ce que ces différents plans seront à notre faveur? Et qui aura fauté dans ce cas-là? Ça sera la République démocratique du Congo et nous ne devons pas nous le permettre. Alors, professeur, on va faire un petit résumé en lingala par rapport à ce que nous venons de dire. On a parlé de beaucoup de choses. C'était des mots parfois en anglais. Tolobi, biloko eko simba accord entre RDC na États-Unis, to lobi makambo ya réserve ya ba actif stratégique, to lobi makambo ya ba réserve minerais stratégique, to lobi makambo ya ba projet stratégique qualifié, biloko misato wana eko simba accord yebisa biso penza ezali nini. Merci. Accord de partenariat stratégique entre RDC et États-Unis, ce qui est au tangi ango tolobi que esimbami na biloko misato. Ya liboso ezali balobi na français ezali ya ba réserve d'actifs stratégiques. Et lingi koloba ba minéraux oyo République démocratique du Congo akotia na mesa.
n'est-ce pas? Et sika oyo ekobota ba entreprise minière. Eza peka ka yangonde eko permettre eza lokola gage ya ba mbongo oyo ba américain ba kozela biso pour na ba projet infrastructure. Wana eza lokwa liboso. Ya mibale ezali oyo ba bengi na français réserve de minerais stratégiques. Wana ezali lokola balingi ba créer lokola dépôt moko boye ya ba minerais po soki to produire ebele mingi ekosenga te toteka nyonso mbala moko po eza lokola soki tomonaka na période ya bamanga soki ekomi ebele prix ya bamanga etalo nango ekiti or ekozala na défaveur na biso yango wana il faut to créer ba réserve wana mais réserve wana ekopermettre pe tozala pe na stock moko oyo tokotia na transformation locale po transformation locale ekopermettre biso to exportaka brut te to développer pe industrie babengi ya métallurgie ya kobalola ba cuivre to salango ba fil de fer ya kobalola ba cobalt na ba lithium to sala ba batterie ya misatu pilier ya misatu ezali oyo babengi les projets stratégiques qualifiés. Ba projet stratégique qualifié ezali États-Unis à lobby wana etalibino RDC boyebisa biso. Et là qu'on ni besoin nango besoin pour développer mboka na bino to lukela bino mbongo, n'est-ce pas? Et Kakaboy c'est-à-dire que bango ba gagner nde lokola ba chinois ba gagnaki pour ba entreprise américaine yango nde koya ba entreprise à construction boye bango ba gagner nde côté wana biso tokozala bénéficiaire ya ba infrastructure mais so to lobby boye to lobby na livre na biso ezali ke to sala yango na ba chinois to mona ke économie na biso e gagner eloko moko te pourquoi parce que biloko nyonso baza ko sala ngo banzela ou baza eza importé. Et là, comme ça, tu conseil dans le livre où commis à 15 raisons, ezali que il faut que na ba projet qualifié wana l'État a tiapé kotonga ba cimenterie Congo Mobimba kotonga pe o babengi ba sidérurgie pour na mabende po banzela wana eza ko utiliser ciment eza ko utiliser mabende. Pour l'économie na biso est ressentir yango mingi il faut que ciment et utaka mingi na mboka na biso il faut bazo sa sinat net bazo sa sinat sinat net oyebi que sinat wana ezana roche oyo ekoki ko produire donc ciment il y a quantité ebele sinat ekufaka kaboye sinat il faut ezonga ba cimenterie oyo na kati ezali na katanda kuna na Kasai ezape na roche moko ekoki ko bimisa ciment ozali na Kivu donc ezana bipai n'est-ce pas na Congo ezali na ba roche oyo ekoki ko bimisa calcaire wana o basala kanango ciment bisika nyonso bakoki ko bimisa ciment eza lokola esika moko lokola na Kasai kuna na Mbujimai bazana roche wana mais cimenterie ezate soki babiloko wana esalemi toko sentir développement comme to salaki yango na ba chinois te turoyo to sala yango to senga lotini qui est la plus bisika wana bisika wana donc wana ndi ba projet stratégique qualifié nde to lobi kutuke na ba projet minier ezo senga que l'État a créé ba modèle économique c'est-à-dire et ça leli ya koloba que yo za ko s'intéresser na mine ndenge za ko s'intéresser na mine voilà centrale oyo za na kati zala pe actionnaire na kati bo bino moko na souci na bino ko zo minerai bo développer pe makamba lotiliki wana bo développer pe nzela donc ça ba modèle oyo États-Unis za ko talela biso yango ndenge to signer contrat boy tant kolala lisusu ezate ezo senga ke na niveau ya gouvernement ba étude toka pour ba américain ba si ba tie chrono n'est-ce pas en marche. Voilà donc un petit résumé en lingala de ce qu'on a dit en France avec le professeur Patrick Konoya. Avec nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béraud Matanda. Sur le marché, les prix de produits de première nécessité sont répartis de la manière suivante. Un sac de riz de 25 kg coûte 64 voire 70 000 francs. Celui de la semoule du même poids varie entre 54 et 66 000 francs congolais. La mesurette ou écolo varie entre 2 500 et 4 000 francs, c'est selon la qualité de la semoule. Une mesurette ou écolo de chenille coûte 22 000 francs congolais. La mesurette ou sakombi coûte 8 000 francs. Une mesurette ou écolo des frétins ou ndakala coûte 30 000 francs. La mesurette ou sakombi coûte
coûte 13 voire 10 000 francs congolais. La farine de froment a augmenté légèrement. La mesurette ou écolo qui coûtait 3 500 voire 5 000 francs a été vendue cette semaine jusqu'à 7 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 18 500 francs congolais et la mesurette ou Sakome coûte 2 000 francs. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs. Un tas de pommes de terre varie entre 2 000 et 5 000 francs. Un sac de haricots est vendu à 200 voire 260 $ américains. La mesurette ou copo varie entre 2 800 et 5 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 2 500, 3 500 voire 4 000 francs congolais. C'est selon la qualité de maïs. Un seau de cossette de manioc coûte 22 voire 23 000 francs congolais. Un carton de cuisses de poulet coûte 22 $. Le kilo est à 8 000 francs. Un carton de poulet sans emballage coûte 28 $. Le poulet est à 13 500 francs congolais. Un carton de tripes coûte actuellement 28 $. Le kilo est à 12 000 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte 75 $ et les kilos varient entre 28 et 30 000 francs. Un carton de chanchard de 20 kg coûte 190 000 francs congolais. Le kilo est à 12 000 francs. Une mesurette ou écolo de sel coûte 2 800 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres coûte 32, 33 voire 34 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 3 000 voire 5 000 francs congolais. Une botte des épinards coûte 3 000 francs. Celle des amarantes aussi coûte 3 000 francs congolais. Les feuilles de patates douces coûtent 1 000 francs voire 2 000 francs congolais la botte. Une botte d'oseille coûte 1 000 francs congolais. Un tas de fumbois ou feuilles mijotées coûte 2 000 francs congolais. Une chikwang bateke est vendue à 1 000, 1 500 voire 2 000 francs. Une orange varie entre 500 et 2 000 francs congolais. Une mandarine coûte 500, 1 000 francs, 1 500 ou 2 000 francs congolais. Un pain coûte 500 francs ou plus. Merci bien. Maintenant, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, professeur, on amorce l'atterrissage. Quelques nouvelles avant de nous séparer. Quelques questions. C'est Noël aujourd'hui. Les gens sont allés au marché. C'est depuis quelques jours que la ville est bondée. Les gens sont sur les routes de Kinshasa, des embouteillages. Tout le monde veut s'approvisionner. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre, jour de Noël, mais les prix ont quand même augmenté. Vous l'avez constaté aussi, comme on a suivi dans le panier de la ménagère. Exactement, c'est l'effet de la loi de l'offre et de la demande. Mais ce que j'aime quand même, c'est l'effort que fournit les différentes entreprises, que ce soit le ministère, de mettre à la disposition de leurs agents quelques biens de première nécessité, que ce soit riz ou poulet, pour compenser quelque peu, n'est-ce pas, voilà le déficit qui cette stratégie conduit parfois au combat. Les gens se battent pour arracher quelques produits. Oui, nous avons vu quelques vidéos pas très bonnes. Nous encouragerons les managers des entreprises ou que ce soit des ministères à mettre en place une organisation qui convienne afin d'éviter ce genre de scénario. Mais la pratique en elle-même est à encourager, mais moi, je resterai toujours inquiet sur le fait que tout le riz que nous achetons, le poulet que nous mangeons est importé, pendant que la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, a la capacité de nourrir le tiers de la population mondiale. Espérons que dans le cadre des projets stratégiques qualifiés que va mettre sur la table la République démocratique du Congo, il y aura aussi le secteur agro-industriel. Nous ne pouvons pas nous permettre de manger importé à Noël dans un pays qui peut nourrir le tiers de la population mondiale. Donc malgré l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères, notamment le dollar, il sera difficile d'avoir les prix des produits de première nécessité à la portée de tout le monde. Vous savez, vous me connaissez, moi, s'il fallait me catégoriser, je suis de la catégorie des économistes structurels. J'ai toujours dit que l'appréciation du franc congolais est une bonne chose à une seule condition, que ce soit la genèse de la mise en place des structures économiques. Ce qui peut stabiliser réellement les prix, c'est la production locale. Ne nous arrêtons pas à l'appréciation du franc congolais, mais continuons vers la production locale. C'est ça qui va soutenir cette appréciation. La Banque centrale a injecté encore quelques millions de dollars pour stabiliser le taux de change. C'est justifié Ce sont des mesures conjoncturelles, ce sont des mesures cosmétiques en attendant, n'est-ce pas, la mise en place des structures économiques adéquates, disons la reconstruction du tissu interne.
industrielle. Et je dis, nous devons nous mettre au travail illico. Il n'y a que la production locale qui peut stabiliser sur le long terme les prix. Un étudiant, un hectare ou un opérateur économique, un hectare, on en est où Nous en sommes encore à la sensibilisation. C'est comme j'ai dit, nous espérons que nous allons avoir dans les prochains jours, les prochaines années, des gouvernements qui pourront être beaucoup plus prégardantes sur les initiatives. Nous avons été désolés de constater que nous n'avons pas eu l'accompagnement qu'il faut, mais au moins nous avons gagné sur la sensibilisation et nous pensons que nous allons avoir dans les prochains jours un gouvernement qui sera beaucoup plus sensible, n'est-ce pas, à des projets intéressant pour la population. Voilà, je rappelle que notre invité, c'était le professeur Patrick Konoya. Il est lobbyiste, expert en investissement. Professeur, merci d'avoir répondu aux questions de Jeux d'économie et joyeux Noël à vous. Merci pareillement et merci beaucoup à Top Congo pour m'avoir reçu autant de fois. Merci beaucoup. Merci à Patrick Mugongo qui s'est occupé de la vidéo. Merci à Chris Bivoula qui était au niveau du son. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.